bonjour à tout le monde et nous vous remercions vivement de participer à cet atelier. Nous allons peut-être juste nous présenter à tour de rôle rapidement. Donc Fabienne Clarac, je suis directeur juridique groupe de Stago, Diagnostica Stago, qui est une ETI qui intervient dans le domaine du diagnostic in vitro. Voilà. Franck Bourgeois, associé du cabinet d'avocats Evershed Sutherland. Céline Leroy, associée chez 8 Advisory et en charge de l'équipe litigation. Alors, j'ai une casquette chiffres de mon côté, spécialisée sur tous les volets évaluation de préjudice et argumentaire financier en contentieux, précontentieux. Bonjour, je suis Charlotte Yongo, je suis directrice propriété intellectuelle du groupe Air Liquide. Donc ravie d'être ici parmi vous pour parler de ce sujet qui m'occupe pas mal, du secret. Merci beaucoup. Alors, donc nous avons proposé cette thématique sur la protection du secret des affaires. Pourquoi cet atelier ? Eh bien, en fait, dans la mesure où les textes sont relativement récents, qu'il s'agisse de la loi du 30 juillet 2018 sur la protection du secret des affaires, ou le décret d'application qui ne date que de décembre 2018. Donc, dans la mesure où ces textes sont relativement récents et où les conséquences pratiques pour les entreprises peuvent être extrêmement importantes, il nous paraissait intéressant de pouvoir débattre de la façon la plus interactive possible de ce sujet pour enrichir la réflexion, pour partager les diverses expériences de chacun dans cette salle. Comme ces textes sont récents, peut-être que certaines entreprises sont plus avancées que d'autres dans la mise en œuvre des actions qui découlent de ces nouveaux textes. Et donc l'idée c'est de dégager, de discuter ensemble des applications concrètes, des mesures concrètes à mettre en place au sein des entreprises et aussi déterminer les nouveaux risques potentiels qui peuvent découler pour les entreprises de ces nouveaux textes. Donc, dans ce cadre, nous avons à l'ordre du jour retenu 6 thèmes principaux. Le premier, c'est un bref rappel de la loi, en fait, de l'objectif recherché par la loi. Peut-être juste pour rappeler, je ne sais pas si tout le monde a parfaitement en tête ces nouveaux textes, mais donc il paraissait utile déjà de commencer par rappeler ce qui est maintenant prévu. Nous verrons également les aspects, la complémentarité entre droit de propriété intellectuelle et secret des affaires, car comme nous le verrons, cette loi a un caractère très hybride. La loi sur le secret des affaires relève en fait du droit de la responsabilité civile, mais s'est inspirée à de nombreuses reprises du droit des brevets, du droit de la propriété intellectuelle, ce qui fait qu'il est intéressant de voir quels sont en termes de comparaison, ce qui rapproche et ce qui différencie la propriété intellectuelle du secret des affaires. Le troisième point, c'est la gestion des flux d'informations sortants. Là, on est vraiment au cœur, je dirais, des applications concrètes à mettre en œuvre au sein des entreprises, puisque comme nous le verrons, la loi prévoit que les entreprises doivent prendre des mesures de protection raisonnables pour protéger, si elles veulent protéger leur secret des affaires, si elles veulent pouvoir se prévaloir de cette loi. Donc il faudra, on pourra discuter de ce que pourront être ces mesures de protection raisonnables. La gestion des flux d'informations entrants, c'est le miroir inversé. C'est les informations qui vont entrer dans une entreprise, y compris lorsque celle-ci est parfaitement de bonne foi et n'a pas cherché à obtenir le secret d'un tiers, et quels sont les risques maintenant que cette entreprise peut supporter en application de cette nouvelle loi. La protection du secret des affaires par la justice, ce sont les différentes mesures qui sont prévues par la loi dans le cadre d'actions judiciaires, et notamment les quantums de dommages-intérêts qui sont prévus ou les mesures d'interdiction. Et enfin, on terminera par les incidents de ces opérations, de la loi sur les opérations de M&A. Pourquoi les opérations de M&A ? C'est parce qu'en fait, en pratique, par nature, une opération de M&A donne lieu à communication de beaucoup d'informations sur la cible, évidemment. Et donc, il est intéressant de voir en quoi ces opérations peuvent être également touchées par la loi sur la protection du secret des affaires. Alors,
le premier thème, donc c'est juste un bref rappel de la loi elle-même. Il est tout d'abord, la loi donne une définition de ce qu'est une information protégée, donc de ce qu'est le secret des affaires, est protégée au titre du secret des affaires une information qui n'est pas généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'information en raison de leur secteur d'activité. Donc, le texte ne protège pas exclusivement des informations qui seraient propres à une entreprise. Ces informations, ce secret peuvent être partagés par plusieurs entreprises. Simplement, elles ne doivent pas être généralement connues ou aisément accessibles. Donc ça donne une liberté d'appréciation assez grande aux juges, notamment en cas de discussion sur ce sujet. Le deuxième point, c'est que ces informations doivent revêtir une valeur commerciale effective ou potentielle. Au potentiel, c'est important, puisque cela signifie que même une information, par exemple des recherches qui seraient faites, qui aujourd'hui, au moment où elles sont réalisées, ou des études diverses qui seraient faites, qui au moment où elles sont réalisées n'ont pas encore abouti et donc en tant que telles n'ont pas forcément une valeur commerciale, dans la mesure où elles peuvent en avoir une à l'avenir, ces informations sont également protégées par la loi. Et enfin, et c'est un des points les plus importants qui donnera discussion par la suite, pour pouvoir bénéficier de la loi sur le secret des affaires et pour considérer qu'il y a secret des affaires, encore faut-il que l'entreprise ait considéré que ces informations valaient la peine de mettre en place des mesures de protection raisonnables. C'est ce qui démontre d'ailleurs en réalité, en pratique, la valeur de ces informations, c'est que l'entreprise a pris la peine de mettre en place des mesures de protection raisonnable pour les protéger. Évidemment, si elle a considéré déjà elle-même que ça n'était pas la peine de faire l'effort de mettre en place des mesures de protection raisonnable, il est difficile ensuite d'aller demander à un juge une protection que cette entreprise n'a pas elle-même cherché à mettre en place au sein dans sa propre organisation. Alors, ce qui est important également, c'est la définition par la loi de ce qu'est un détenteur légitime d'un secret des affaires. Est un détenteur légitime celui qui a le contrôle de ce secret, de cette information, et constitue un mode d'obtention illicite, une découverte ou une création indépendante. Donc, sachant qu'il n'y a pas d'exclusivité, deux entreprises peuvent faire de façon séparément, la même découverte ou aboutir au même résultat. Elles seront toutes les deux protégées, il n'y a pas d'exclusivité. On le verra, c'est une des différences aussi avec le droit de la propriété intellectuelle. Et on peut également valablement être détenteur légitime d'un secret des affaires en procédant à l'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit. Donc l'ingénierie inversée, le reverse engineering est prévu par la loi. Et c'est une façon légitime d'obtenir, d'avoir accès à un secret des affaires d'un tiers. Donc ça, c'est peut-être déjà une des premières applications pratiques qu'on peut déjà retenir à ce stade, c'est que si une entreprise ne veut pas, notamment qu'un partenaire commercial, dans le cadre de licences, dans le cadre de contrats de partenariat commerciaux, puisse se prévaloir des dispositions de cette loi qui autorise l'ingénierie inversée pour découvrir le secret des affaires, il faut l'avoir prévu, cette interdiction, cette limitation, contractuellement. Inversement, constitue une obtention illicite le fait d'avoir obtenu un secret des affaires à travers un accès non autorisé à tout document, objet, matériaux, donc des intrusions sur un support informatique ou toute forme d'accès non autorisé à l'information. Et puis, plus classiquement, deuxièmement, c'est plus proche de la définition classique de la concurrence déloyale, c'est tout comportement considéré comme, compte tenu des circonstances, comme déloyal, contraire aux usages en matière commerciale, donc toutes les manœuvres qu'une entreprise pourrait tenter de mettre en place, notamment via le débauchage de personnes clés, etc., pour essayer de récupérer, en réalité, son véritable objectif étant de récupérer du secret des affaires. Un autre point qui est également important, c'est que l'utilisation et la divulgation de ce secret est également illicite
donc lorsqu'elle a été obtenue dans les conditions qu'on vient de voir, c'est-à-dire accès non autorisé ou concurrence déloyale, ou également lorsqu'elle utilise ou divulgue cette information en violation d'une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation. Donc la violation, le manquement à un accord de confidentialité, le manquement à un accord qui limite l'utilisation d'un savoir-faire, d'une utilisation, en soi constitue, donc non seulement évidemment une faute sur le plan contractuel au regard de l'accord de confidentialité qui a été violé, mais constitue également un manquement au titre de la loi, et donc on peut bénéficier également, se prévaloir des termes de la loi quand on se trouve dans cette situation. Enfin, ce qui est important également, c'est de voir, on y reviendra plus en détail après, mais c'est que la loi prévoit également que des tiers, par exemple des importateurs, différentes actions faites par des opérateurs économiques, des entreprises, qui ne sont pas à l'origine de l'atteinte directe au secret des affaires, qui n'ont pas eux-mêmes obtenu directement de façon illicite, mais qui en bénéficient, par exemple parce qu'ils importent d'un fabricant qui, lui, aurait obtenu de façon illicite ce secret des affaires, et l'importateur, lui, ne fait qu'importer, par exemple en Europe, des produits qui ont été produits en intégrant ce secret des affaires. Ces tiers peuvent également être considérés comme portant atteinte au secret des affaires, alors qu'ils ne sont pas à l'origine, je dirais, de l'obtention illicite. Donc ça, c'est un point également important, puisque sur le terrain de la pure responsabilité civile, ce type d'action est très difficile à mener quand on essaie de procéder à une action contre un tiers qui n'est pas à l'origine de l'obtention illicite. Et voilà, et donc ça c'était juste un bref rappel peut-être pour refixer les grandes lignes. Et comme annoncé, il est peut-être intéressant également de dire quelques mots sur le lien ou les différences entre le droit du secret des affaires et la propriété intellectuelle. Je ne sais pas si Charlotta... Ok, merci. Maître Bourgeois. Et donc, je voulais juste vous dire un peu la différence entre le brevet, pourquoi le secret. Donc, juste pour un peu de contexte, chez Air Liquide, l'innovation, comme dans beaucoup de vos entreprises, c'est vraiment au cœur de notre stratégie. Depuis quelques années, on fait beaucoup l'innovation ouverte, l'innovation dans l'écosystème, donc avec des startups et des grandes entreprises. Donc, ça se fait vraiment en équipe maintenant avec l'extérieur. Et notre stratégie de IP, c'est de breveter ou de publier nos inventions. Nous recevons environ, dans l'équipe IP que je gère, nous recevons environ 500 déclarations d'invention chaque année. Donc, c'est des gens qui déposent des inventions, leurs propositions d'invention dans un outil qu'on gère. Et parmi ces 500 inventions, on les regarde dans mon équipe avec le business et on dépose environ 300 nouveaux brevets par an. Notre stratégie, c'est vraiment pas de garder les secrets d'affaires. C'est breveter ou publier, pour des raisons que je vais vous expliquer rapidement. Mais pourtant, on a été très moteur dans la création de la directive européenne qui forme la base, l'origine de cette nouvelle loi, qui a été transposée l'année dernière. Pourquoi on a été très moteur dans ça? Parce que les secrets d'affaires existent partout. Et donc, ce n'est pas nouveau, ce concept de garder un secret. C'est depuis 50 ans, on fait ça aux États-Unis avec ce qui s'appelle le Uniform Trade Secret Act. Ils ont la même structure à peu près comme la directive et les lois, mais c'est dans chaque État qu'il y a une loi sur le secret. Et en Europe, on a trouvé que c'était important de le faire parce que la nouvelle manière d'innover, dont j'ai parlé rapidement, d'être en écosystème et d'innover ensemble, il faut définir des règles du jeu. Donc, il y a certaines choses qu'on veut garder au secret dans vos entreprises, dans le mien. Et donc, il faut avoir des règles. Donc, nous, on a considéré cette loi très positive pour nous et aussi pour des PME. Nous, on est une grande entreprise, mais aussi pour des PME, des startups, ça protège tout le monde parce que ça définit les règles du jeu. Maintenant, donc, pour un peu parler de la différence, pour ceux qui ne sont pas experts en IP,
Le brevet, c'est vraiment un processus, pour avoir un brevet, c'est un processus très formel. C'est comme un contrat avec l'État, on peut dire. Parce qu'il faut, pour avoir un brevet, il faut tout divulguer d'une invention. Et après, on est protégé, on a le droit d'exclure des tiers, d'appliquer l'invention, mais juste sur la partie qui est revendiquée. Donc, le brevet en soi, c'est en fait une divulgation au public. Et après, nous, on a le détenteur du brevet à quelques années, il faut payer chaque année les annuités, pour avoir le droit d'exclure si on détecte une contrefaçon. Donc, c'est vraiment un procès très, très formel et très pro-compétitif parce qu'ensuite, quand on ne paye plus, tout le monde peut utiliser l'invention. Et en plus, on ne peut pas payer pour plus que 20 ans. Le secret, donc je pense que vous le savez tous, et je pense que Maître Bourgeois l'a dit clairement, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de formalité à l'extérieur. Le secret, la force de secret d'affaires, c'est son secret, évidemment. On n'a pas le droit d'exclure, sauf s'il y a cet acte illicite dont vous avez parlé. Donc, deux entreprises peuvent très bien utiliser le même secret. Nous, on constate, comme chez vous sans doute, que nos concurrents travaillent souvent sur les mêmes sujets que nous. On n'est pas les plus intelligents toujours, donc tout le monde travaille un peu sur les mêmes sujets. Donc, ce qui est un peu risqué avec le secret, de garder des secrets, c'est qu'on peut être bloqué si un jour le concurrent décide « Ah, mais en fait, mon secret, c'est assez... brevetable, donc je vais déposer un brevet. » Donc ça pose vraiment des problèmes pour future exploitation chez nous si notre concurrent fait ça. Donc c'est une arme un peu risquée pour cette raison. Donc chez nous, on fait un test. C'est pour ça qu'on veut... Notre policy, c'est pas de garder des secrets, mais le secret existe partout. Donc, notre policy, c'est de formaliser quand on voit quelque chose qu'on ne veut pas breveter, on ne brevette pas et on ne publie pas, et on garde en secret quand on a une situation où c'est vraiment quelque chose qui est non brevetable. Donc, il y a plein de choses qui n'arrivent pas à mon niveau au service de propriété intellectuelle. C'est des customer lists, c'est des choses purement business qui sont des secrets. Mais aussi, il y a des technologies qui ne sont vraiment pas brevetables, surtout dans le logiciel. Un logiciel n'est pas vraiment brevetable. Un algorithme peut l'être, mais ce n'est pas toujours souhaitable de déposer un algorithme en brevet. Aussi, donc, il y a des sujets purement non brevetables, on garde parfois en secret, comme un processus de purification, par exemple, parce que dans ce cas, c'est aussi quelque chose où le contrefaçon n'est pas détectable, ou détectable, je pense que c'est un mot, oui. Donc, parfois, ce n'est pas la peine de déposer un brevet si... on ne peut jamais attaquer quelqu'un en contrefaçon. Et aussi, c'est un peu le black box autour de cette technologie. Donc, évidemment, on va pas déposer un brevet pour divulguer ce genre de choses où le brevet ne sert à rien. Donc, c'est un test qu'il faut faire en interne. Est-ce que c'est brevetable? Et si c'est brevetable, est-ce que c'est souhaitable de vraiment divulguer ça? Est-ce qu'il y a un moment où on peut vraiment... attaquer quelqu'un en contrefaçon, sinon ça ne sert pas à grand-chose d'avoir le brevet. Donc, je pense que pour une stratégie IP, c'est très complémentaire le brevet, le secret et aussi la publication, parce que parfois, on ne veut pas breveter parce que ça coûte cher. On ne veut pas garder le secret parce que c'est risqué. Et dans ce cas, il faut publier. On peut publier en anonyme, mais on peut publier sous son nom. Et la publication, ça sert à quoi? Bon, ça sert à bloquer le concurrent pour l'avenir. Il ne peut jamais déposer un brevet après. Donc, c'est très bien parce qu'on ne peut pas déposer un brevet sur quelque chose qui existe déjà en public. Donc, une vraie stratégie IP, ça inclut les trois éléments. Je pense que c'est... Moi, donc, je travaille dans une ETI dans le domaine de la santé, dans le domaine du diagnostic, et en particulier, nous commercialisons, nous fabriquons, nous développons des réactifs. C'est de la poudre, en fait. Et on m'a toujours expliqué, quand je suis arrivée dans l'entreprise, il y a plus de 10 ans, qu'en fait, on ne brevetait surtout pas. C'est un peu comme la recette du Coca-Cola. On garde jalousement nos recettes de fabrication de ces réactifs, qui sont en fait une grosse partie qui font une grosse partie de nos résultats et de notre chiffre d'affaires. Donc on garde jalousement ce secret
comme la recette, c'est un savoir-faire qui est vraiment absolument unique, hein, puisqu'on est quasiment seul sur le marché. Et on a cette stratégie, donc avant même que la loi sur le secret des affaires ne soit publiée, pour justement ne pas publier. L'avantage, évidemment, c'est qu'il n'y a aucune divulgation, donc c'est garder secret d'une façon indéfinie. On n'a pas la limitation du brevet, puisque finalement le brevet c'est une exclusivité certes, mais c'est une exclusivité qui est limitée dans le temps, puisque c'était limité à 20 ans. Pareil pour le droit des marques, hein, c'est 10 ans renouvelables. Mais il y a aussi une limitation géographique, hein, pour la protection intellectuelle qui ne joue pas pour ce secret des affaires. Alors toute la question après, c'est comment le garder secret le plus longtemps possible, évidemment. Donc là, il faut prendre un certain nombre de mesures, nous y reviendrons tout à l'heure. Peut-être, je dirais que la différence aussi avec le droit de la propriété intellectuelle, et notamment les brevets ou les marques, ou même les autres objets de droit de propriété intellectuelle, autres titres de propriété intellectuelle, la faiblesse peut-être de cette loi, si je puis me permettre, enfin on en discutera tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de sanction pénale. C'est-à-dire qu'en fait, la seule sanction, elle sera civile. Alors, certes, on a beaucoup emprunté au droit des brevets pour justement la réparation civile, les dommages et intérêts, mais il n'y a pas cette espèce d'arme atomique qui est quand même le droit pénal. Et ça, c'est peut-être un regret que je fais, c'est qu'effectivement, il n'y a pas le risque de la sanction pénale, parce que c'est quand même majeur. Et on peut laisser partir finalement des salariés, puisque bon, nous on est sur un petit secteur, on a 75% de part de marché. De temps en temps, on a des concurrents qui essayent de capter nos salariés clés. Ça arrive. Et effectivement, il y a le risque de perdre effectivement un certain nombre d'informations très, très importantes qui ont fait notre position sur le marché. Donc effectivement, il y a ce sujet-là. Voilà. Merci beaucoup, Fabienne. Donc c'est une bonne transition avec le sujet d'après, qui est justement celui de la gestion des flux d'informations sortants. Donc là, on est vraiment au cœur des mesures de protection qu'une entreprise doit prendre pour empêcher que son secret, enfin, dans toute la mesure du possible, ne lui échappe et parte à la concurrence. Donc, comme on l'a vu, la loi, les entreprises ne peuvent bénéficier de la protection de cette loi avec les différentes mesures, et notamment de quantum de préjudice qui est plus favorable qu'en matière de responsabilité civile classique, ou même, on l'avait évoqué, on en parlera tout à l'heure, rechercher la responsabilité de tiers qui ne sont pas à l'origine directe de l'obtention illicite du secret des affaires, toutes choses qui sont beaucoup plus difficiles à obtenir, si ce n'est impossible, sur le terrain de la responsabilité civile classique. Pour obtenir le bénéfice de ces dispositions, il faut avoir mis en œuvre des mesures de protection raisonnables au sein de l'entreprise. Donc les entreprises doivent de façon très concrète procéder à l'identification des informations à protéger, des risques de perte de leur caractère secret. Et puis ensuite, une fois que ces informations sont bien répertoriées, mettre en place les outils de protection de ces informations. Je ne sais pas si Fabienne voulait dire un mot sur ça. Alors ça y est, on est reparti sur une nouvelle cartographie des risques. On avait juste terminé la cartographie des risques loi Sapin 2. On avait juste terminé, enfin, sur le point de terminer le registre des traitements dans le cadre du RGPD. Et on est reparti donc sur un nouveau projet qui s'appelle la cartographie, donc pour identifier ce que sont les secrets d'affaires. Parce que les secrets d'affaires, ça recouvre des choses aussi différentes qu'effectivement des informations d'ordre technologique, mais aussi des listes de clients. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont un peu éparpillées, je dirais, dans toute l'entreprise. Donc il faut procéder d'une façon très méthodique, effectivement, à cet inventaire, ce nouvel inventaire des secrets d'affaires sur les informations techniques qui sont considérées ou non comme des secrets d'affaires, les informations commerciales, mais aussi les informations économiques, les informations stratégiques. Enfin, vous avez tous un peu une idée de ce que... On fait tous un peu du secret d'affaires sans le savoir. Maintenant, il va falloir le prouver, parce que c'est ça le sujet, c'est que si on veut bénéficier de la protection,
il va falloir tout prouver, tout cartographier, établir aussi une priorité, parce que tout n'est pas non plus un secret d'affaires. Donc il va falloir déterminer ce qu'on considère. Il va y avoir plusieurs, Charlotte nous expliquait lorsqu'on préparait la réunion, voilà, la classification des informations. Voilà, évidemment les règles de gestion de la confidentialité. Enfin, nous de notre côté, par exemple, j'ai déjà intégré dans nos contrats de confidentialité une référence à la loi sur le secret des affaires. Je pense que c'est important d'y faire référence, y compris dans les contrats, lorsque vous rentrez en contact avec des tiers, pas seulement dans le contrat de confidentialité. Bien évidemment, dans les contrats de travail, c'est majeur, puisque c'est une clause de confidentialité renforcée. Mais après, faire une formalisation, une datation des informations, une sécurisation évidemment des systèmes d'information. Il faut prouver quelles mesures de protection on a pris pour effectivement protéger ce fameux secret d'affaires. Donc intégrer dans le règlement intérieur effectivement un paragraphe là-dessus. Voilà, enfin, je pense que Charlotte... Comme tu le dis, Fabienne, il faut faire une cartographie. Nous, ça semble facile, mais ce n'est pas facile parce que les gens ont d'autres choses à faire et c'est difficile de motiver les gens. Moi, je travaille quand même dans une société de 66 000 personnes, donc c'est très difficile de dire maintenant il faut faire ça. Ce qui a marché pour nous, c'est qu'on avait on a créé une équipe au niveau corporate qui anime ce qu'on appelle des Information Protection Coordinators. Donc, du niveau central, on anime une équipe, mais les gens dans les équipes sont en fait dans les différentes entités, donc c'est une centaine de personnes partout dans le monde, qui sont des coordinateurs de protection d'informations. Ça veut dire qu'ils sont dans les entités, ils aident les entités de faire cette cartographie, de coordonner la cartographie pour que ce soit cohérent. Pour que tout le monde utilise les mêmes critères. Et on a 4 niveaux. On a public, interne, et puis on a confidential niveau 3, confidential niveau 4. Donc, et il a des règles associées avec chaque niveau. Donc, c'est pas parfait parce que c'est toujours difficile, parce que c'est quand même dans les comportements des gens que le secret se protège. Mais c'est très utile d'avoir ces règles du niveau central et animer l'équipe. J'ai trouvé ça très bien. Juste peut-être un petit point avant que Céline, je pense que vous avez aussi peut-être un retour d'expérience à faire sur ces sujets-là. Juste peut-être un point à ajouter sur la protection via les contrats de travail, puisqu'évidemment, l'un des risques de fuite les plus évidents d'un secret des affaires, c'est lorsque un salarié clé qui possède ce secret part chez un autre employeur. Donc dans ce cadre, il y a une vraie réflexion certainement à avoir. La première, c'est celui en fait, de la détention, puisqu'on voit la loi parle du détenteur légitime. Donc avant même la confidentialité, peut-être faudrait-il réfléchir à formuler dans les contrats de travail pour les personnes qui participent directement dans le cadre de leur mission au développement, par exemple, de formules, de procédés, finalement à des clauses qui seraient proches de ce qui existe en matière de propriété intellectuelle sur le fait que le contrôle de ce secret des affaires, la détention légitime, est bien donné à l'employeur, de la même manière qu'en propriété intellectuelle, de façon à être certain que quand le salarié quitte l'entreprise, il était clairement établi que tous les développements qu'il a pu faire sont ceux de l'entreprise. Le deuxième aussi, c'est la confidentialité pour l'avenir. C'est-à-dire que quand le salarié quitte l'entreprise, évidemment, il est tentant de mettre une clause de confidentialité maintenant qui serait encore plus, en plus d'une éventuelle clause de non-concurrence, qui serait très, très forte. La limite de l'exercice, c'est que, c'est ce que prévoyait la directive européenne, mais ça n'a pas été repris dans la loi de transposition française, c'est que la directive prévoyait que normalement, cette clause de confidentialité ne peut pas aller jusqu'à interdire à une personne
d'utiliser l'expérience qu'il a légitimement acquise dans le cadre de l'exercice normal de ses fonctions, parce que sinon ça reviendrait à empêcher les gens de travailler, en tout cas pour beaucoup d'entre eux. Donc ce serait contraire de toute façon à la liberté du travail, la liberté de circulation au sein de l'Union européenne, etc. Donc il faut calibrer la clause de confidentialité de façon à ce qu'elle fonctionne, de préférence, mais le mieux étant l'ennemi du bien, il ne faut pas qu'elle soit à ce point étendue et dure qu'en réalité ce soit sa validité qui puisse être mise en cause en disant qu'en réalité il s'agit d'une clause de non-concurrence déguisée qui ne prévoit pas de contrepartie, donc qui n'est pas valide. Voilà. Donc il y a une vraie réflexion à faire maintenant, peut-être encore plus qu'avant sur ces sujets-là. Céline, peut-être un mot. Oui, peut-être un peu pour compléter et apporter des exemples concrets. Avec l'équipe, on travaille, je me suis présentée rapidement, mais on travaille sur tout ce qui est pré-contentieux, contentieux, sur le volet financier. Donc on est amené, dans le cadre des dossiers, intervenir avec vous, intervenir avec beaucoup de directions dans les grands corporates, que ce soit les directions financières, les directions opérationnelles, et à collecter énormément d'informations sur un sujet très technique et très spécifique. Et on est très très souvent confronté à cette problématique de données sensibles, alors j'utilise un terme plus large, de données sensibles, donc de secrets des affaires, de process industriels, et donc forcément on se pose systématiquement avec vous beaucoup de questions sur l'utilisation de l'information et son identification. Et ce que je voulais faire là sur cette première partie, c'était plutôt un retour d'expérience sur ces sujets-là. Le secret des affaires, en fin de compte, on se rend compte qu'on a 3 thématiques à traiter. C'est-à-dire la première thématique, c'est d'identifier l'information. Après, c'est d'être en mesure de la classifier pour pouvoir la sécuriser. Sur le premier volet de l'information, on a vu qu'on a une définition du secret des affaires, mais on n'a pas de définition de la nature de l'information. Fabienne l'a précisé et Charlotta également. On se retrouve avec une multitude, nous, d'informations qui deviennent sensibles. Alors, on parle en général, et c'est le sujet qui revient le plus souvent, de tout ce qui touche ce qui a été classifié comme de l'information technique, tout ce qui est process industriel, tout ce qui est brevet. Ça, on l'a systématiquement sur tous les dossiers où on est plutôt sur des problématiques de contrefaçon, et donc là, on a le parallélisme, ou de sinistres industriels, où on est amené à comprendre des processus industriels très complexes pour en tirer les conséquences financières, et à devoir le documenter. Donc ça, c'est le premier volet, mais ce n'est pas uniquement ça, le secret des affaires, c'est aussi, on l'a cité tout à l'heure également, c'est tout ce qui est secret commercial et les secrets aussi stratégiques. On a souvent de l'information qui peut toucher à vos structures de clientèle, à vos projets de développement, à votre stratégie d'implémentation. On a eu des problématiques sur des modèles économiques, du subventionnement. On a des dossiers où on touche aussi à des problématiques de contrats d'approvisionnement dans la grande distribution et de conditions financières. Et tous ces sujets-là mettent en avant de l'information qui peut être de l'information de concurrents. Et on a également beaucoup, alors c'est notre métier, mais on a beaucoup d'informations financières qui deviennent très très rapidement très sensibles, ne serait-ce que le besoin de documenter des marges sur coûts variables, donc de faire des analyses très précises de coûts sur des projets donnés très spécifiques qui conduisent à avoir une information qui devient très sensible pour votre stratégie, votre business model, et de l'information qui est recherchée forcément par des concurrents ou d'autres parties. Donc ça, c'est une information, c'est le premier. On a une information très diverse quand on fait le constat. On a une information très sensible. J'ai fait un peu de recherche pour donner un petit peu de panorama en me disant est-ce que c'est nous qui sommes totalement déformés, on l'est, par le métier qu'on exerce, ou est-ce que c'est vraiment une problématique générale. Par exemple, lors de la consultation de la Commission européenne sur le sujet des secrets des affaires, il y avait 65% des entreprises qui considéraient que le secret des affaires avait une influence positive sur la R&D et les développements ensuite. Donc on se rend compte qu'on a vraiment une information très sensible. A contrario, pareil, il y a eu des études réalisées par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, où là, sur 412 sociétés qui ont été interrogées, 57% des répondants estiment ne pas détenir d'informations stratégiques. 57%. Alors là, c'est là où on se dit, ça paraît très inquiétant, parce qu'en fin de compte, on se rend compte qu'on a une information très sensible, mais on n'en a pas au final forcément conscience, ou en tout cas, on n'a pas conscience de l'ampleur de cette information dont on dispose.
Et ça, on se rend compte, nous, dans les dossiers, que c'est une réalité au quotidien. Alors, je ne sais pas comment vous la gérez, mais c'est vrai que nous, sur les dossiers, systématiquement, on monte des groupes de travail où on met autour de la table, ce que j'indiquais, des directions financières, des directions opérationnelles, des directions marketing, des directions juridiques, et on se retrouve à collecter une masse d'informations qui n'a jamais été centralisée. Et ça, c'est une réalité. Donc, il y a beaucoup d'informations dans les entreprises. Et j'y reviendrai après sur la sécurisation, et c'est vraiment un enjeu pour vous. Après, sur la classification, je vais faire de manière très simple, mais pour être pratico-pratique, à chaque fois, le débat se pose de se dire, mais du coup, quelle est l'information qui est vraiment sensible et qui relève du secret des affaires? Et c'est un peu ce qu'on indiquait tout à l'heure. Nous, on essaie d'avoir un marqueur un peu avec deux axes, qui est quelle est la valeur de cette information? Donc d'en parler avec vous, mais se dire, mais quelle est la valeur de cette information? Quelle est l'information qui a une réelle valeur pour l'entreprise? Et d'essayer de la classifier, de faire un peu une graduation. Ça, je pense que c'est le premier exercice. Et le deuxième exercice, c'est la durée. C'est de se dire, dans la durée, à quel moment cette information est sensible, pourquoi et pendant quelle durée. Une information sur un taux de marge que vous pourriez avoir sur un secteur donné peut être sensible aujourd'hui. On peut se poser la question, si on fait une analyse sur un contentieux qui a démarré il y a 10 ans, si cette information qui a été datée il y a 10 ans est toujours sensible aujourd'hui. Ce n'est pas évident de répondre oui, non. On pourrait se dire, la marge d'il y a 10 ans ne nous intéresse plus. Si, peut-être que si vous avez la même structure de coût ou si vous avez encore des informations sensibles, c'est encore important. Donc il n'y a pas, il n'y a pas de oui, non à chaque fois en fonction de la datation. C'est vraiment pour nous un peu une courbe à deux entrées ou un paramètre à deux entrées en fonction de la sensibilité de l'information et sa durée. On essaye un peu de la classifier. Et c'est un exercice qui prend du temps mais qui est important. Et on se rend compte, mais on l'a cité tout à l'heure, c'est que de plus en plus, il y a des partenariats qui se développent. De plus en plus, on se retrouve à devoir communiquer des informations très sensibles, entre autres dans le cas de LOI, de l'aide d'intention. On a eu des dossiers de start-up qui voulaient se lancer sur le crowdfunding en Chine, qui ont communiqué de l'information et qui étaient en avance de phase au départ, mais qui du coup se sont fait... le partenariat n'a pas pu fonctionner tout de suite et se sont fait rattraper très rapidement par des Alibaba ou autres qui ont développé, qui se sont lancés sur le crowdfunding en Chine et donc ils ont perdu l'opportunité et ce n'était pas suffisamment protégé. Et le dernier point sur ce process d'analyse du secret des affaires, c'est sa sécurisation. Alors je vais peut-être enfoncer quelques portes, mais il faut l'avoir à l'esprit. Aujourd'hui, il y a à peu près 34% des entreprises qui estiment avoir été victimes d'un vol de secret des affaires. C'est 34%, la réalité. On pense... En termes de secteur, on pense systématiquement, plus facilement aux secteurs tels que les secteurs que couvre Air Liquide ou Stago, donc tout ce qui est l'industrie, les développements. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, 70% du PIB européen est réalisé par les sociétés qui sont des sociétés de prestataires de services. Alors avec Eight Advisory, on est bien placé pour le savoir, mais du coup, on est peut-être, quand on y réfléchit, moins sensibilisé ou moins préparé à cette protection des informations sensibles. Autant dans des industries, on l'a vu, spécifiques, les notions de brevets, on les connaît, les notions d'IP, on les gère. Dans le secteur des prestations de services, et on a beaucoup de contentieux sur le sujet, on a de tout de suite une problématique qui se rattache vraiment au secret des affaires. Là, on est sur un sujet qui est le secret des affaires. Et c'est vraiment un sujet qui devient très sensible. Et donc du coup, cette sécurisation, on l'anticipe à chaque moment dans nos dossiers. Alors je ne vais pas les redescendre tous, mais on va en citer un certain nombre d'exemples, mais on a des NDA spécifiques, on fait très attention. Il y a eu des cas, matériellement, on a des salles projets séparées, on a des serveurs dédiés s'il le faut. Sur tous les dossiers, si on a plusieurs partenaires, on fait attention à quelle information doit être communiquée, à quel partenaire et dans quel cadre. On peut avoir des dossiers, nous on a 3, 4 parties, donc on fait très attention. On a des processus très simples, mais on a des écrans avec des caches sur les ordinateurs pour éviter que dans les trains, dans les avions, on puisse lire directement sur nos écrans. Sur les iPhones, ça se fait également. Mais l'enjeu réel aujourd'hui, et ce sera le dernier point sur l'intervention, c'est de se rendre compte qu'on est dans un environnement aussi, on le voit de plus en plus, où l'enjeu croissant, c'est la croissance de l'information et sa transmission. On parle beaucoup de digital, on parle beaucoup de ces sujets-là, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, on estime qu'à peu près, d'ici 10 ans, le volume de data qu'on aura tous sera multiplié par 10. Et aujourd'hui, on est débordé par l'information. Je pense que c'est une réalité. On est débordé par l'information. Donc, quand on doit gérer le secret des affaires sur ce volume d'information, c'est un vrai sujet. On est aussi avec des moyens de communication qui vont de plus en plus vite et qui sont de plus en plus faciles. Je veux dire, on se pose, nous, la question régulièrement de savoir comment on communique les informations entre nous et les corporates. Les WeTransfer vont très vite. Il y a plein de moyens aujourd'hui, le cloud ou autre, ou des plateformes qui sont mises en place. Et il y a tout un sujet sur savoir comment on sécurise cette information. Donc, aujourd'hui, sur la sécurisation, je pense que le prochain enjeu, c'est d'intégrer cette gestion de la data et du digital
digital dans les projets. Et ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une connexion qui va se faire avec les autres projets qui ont pu être gérés et les nouvelles fonctions qui se créent. On avait fait une étude sur le digital, mais Charlotta le citait. On avait une étude où aujourd'hui, les nouvelles fonctions de Chief Digital Officer ou de Data Protection Officer sont des fonctions qui sont en train de se développer, qui sont encore à 26 ou 17%, mais qui vont progresser très vite, parce qu'en fin de compte, on voit que ça va devenir des personnes clés dans l'imbrication de la protection de tous ces sujets-là. Voilà sur un petit panorama Merci beaucoup. de ce qu'on rencontre au quotidien. Merci Céline, merci pour ce retour d'expérience. Donc là, nous étions sur tout ce qui était gestion des flux d'informations sortants. Un point qui est souvent moins étudié, un angle qui est souvent moins abordé quand on parle de cette nouvelle loi, c'est les flux d'informations entrants, puisque cette loi, évidemment, si on la regarde de façon positive, elle est faite pour permettre aux entreprises de pouvoir protéger les sorties non autorisées d'informations, donc c'est la gestion des flux d'informations sortants, mais puisque cette loi prévoit des mesures à l'encontre de ceux chez qui entre l'information, cela crée évidemment des risques pour les entreprises au titre des flux d'informations qui entrent dans ces entreprises. Alors, tout d'abord, on peut rappeler, on l'avait dit en tout début de présentation, que la loi ne se contente pas de viser, en termes d'utilisation illicite, ceux qui sont directement à l'origine de l'obtention illicite de l'information. Mais ceux qui l'utilisent, cette information, ceux qui utilisent des produits qui ont été fabriqués avec cette information, ce secret des affaires, alors que ces personnes savaient ou auraient dû savoir, au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu directement ou indirectement d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite. Donc les utilisateurs secondaires, s'ils sont de mauvaise foi évidemment, hein, ceux qui savaient que en réalité l'utilisation qu'ils faisaient, l'importation, la vente qu'ils faisaient d'un produit, c'était d'un produit qui avait été par exemple fabriqué sur la base d'un secret des affaires qui avait été obtenu illicitement. Ces personnes sont directement visées par la loi, mais également les personnes qui auraient dû savoir. Donc qui auraient dû savoir, on peut considérer qu'il y aura une obligation maintenant de chercher à se renseigner, c'est-à-dire que si vous n'avez pas fait les diligences minimum nécessaires pour savoir si, au regard des circonstances, hein, évidemment ce n'est pas une obligation de résultat, mais au moins une obligation de moyens, que vous n'avez pas fait les diligences minimum pour savoir si le produit que vous manipuliez n'était pas la résultante, produit ou service, d'un savoir-faire qui avait été obtenu de façon illicite par un tiers, dans ce cas, les textes, et notamment on le verra plus tard, les différentes mesures qui sont prévues en matière judiciaire peuvent s'appliquer également à l'encontre de ces personnes. Le texte va également plus loin puisque même les utilisateurs secondaires de bonne foi et diligents sont également concernés. Donc on pouvait à la limite comprendre que ceux qui étaient de mauvaise foi ou négligents puissent faire l'objet de tomber sous le coup de la loi, mais également ceux qui sont de bonne foi et diligents, puisque le texte en substance dit que l'auteur de l'atteinte qui ne savait pas ni ne pouvait savoir au regard des circonstances que le secret des affaires qu'il utilisait avait été obtenu par une autre personne de façon illicite, alors ces personnes peuvent bénéficier d'une certaine forme de clémence. Le juge peut les dispenser, mais c'est le juge qui décide, hein, il n'y a pas d'automaticité, mais le juge peut les dispenser des mesures d'interdiction qui peuvent être purement catastrophiques pour l'entreprise, c'est-à-dire interdire à ce tiers qui est totalement de bonne foi, qui a fait ses diligences, qui ne savait pas qu'il était en train, par exemple, de manipuler, de vendre, d'importer, un service, des produits qui intègrent le secret des affaires d'un tiers. Ces personnes peuvent dire, écoutez, moi, je suis de bonne foi, j'ai été diligent, j'ai cherché à me renseigner, je ne pouvais pas savoir au regard des circonstances. Dans ce cas, ces personnes peuvent être condamnées à payer aux détenteurs légitimes du secret des affaires le montant d'une redevance qui aurait été celle qui aurait dû normalement être payée par eux s'ils avaient demandé aux détenteurs légitimes de ce savoir-faire le droit d'utiliser ce savoir-faire. Donc en fait, ça se règle sous forme de paiement de royalties ou de redevances, comme en matière de propriété intellectuelle. C'est pour ça que
comme on le disait en introduction, c'est un régime qui est très hybride, puisque on est en train de parler d'une forme de responsabilité sans faute en réalité, parce que ce qui est étonnant, c'est que tout ça s'est intégré dans le cadre de la responsabilité civile. Or, on est en train de dire l'auteur de l'atteinte, qui ne savait pas ni ne pouvait savoir, donc qui n'a commis aucune faute, il va pouvoir potentiellement échapper aux mesures d'interdiction qui pourraient avoir pour effet purement et simplement d'arrêter son business, mais par contre, il va quand même devoir payer une somme aux détenteurs légitimes du secret des affaires. Donc, tout cela pour dire que ce texte crée également un risque pour les entreprises, donc pas simplement une potentialité de protection supplémentaire, mais également un risque supplémentaire d'exposition, notamment vis-à-vis d'un tiers qui voudrait utiliser, on le verra, tous les moyens qui sont prévus par ce texte, les moyens judiciaires qui sont prévus, et qui pourraient être utilisés par un tiers de plus ou moins mauvaise foi. Alors la loi prévoit un dispositif anti-abus qui est que celui qui abuse, une entreprise qui abuserait de ce texte pourrait être condamné, si effectivement l'abus est avéré, à une amende civile pouvant atteindre 20% du montant des dommages et intérêts qu'il a demandé au défendeur, ou en l'absence de demande de dommages et intérêts, si c'est par exemple il demande simplement l'interdiction pure et simple, une amende civile ne pouvant excéder 60 000 €. Bon, eu égard des enjeux, s'il demande une mesure d'interdiction et qu'il l'obtient, ça peut être un préjudice gigantesque pour le défendeur. Et lui, tout ce qu'il risque, c'est 60 000 €, donc ce ne sera pas forcément toujours dissuasif. Enfin, donc, il est donc, comme on l'a vu, important de pouvoir, pour échapper au moins aux mesures d'injonction et d'interdiction, pouvoir prouver sa bonne foi et ses diligences, de façon à pouvoir simplement n'être condamné qu'à payer une redevance au détenteur légitime du savoir-faire, que ce soit donc bonne foi et diligence lors de l'utilisation d'informations qui ont été communiquées par un tiers ou lors du recrutement de nouveaux collaborateurs. Fabienne, je ne sais pas si tu souhaites... Par rapport au recrutement de nouveaux collaborateurs, on pourrait même imaginer, il faudrait réfléchir à la question de leur faire signer des déclarations, comme quoi, effectivement, ils ne divulgueront pas les secrets d'affaires de l'entreprise, déjà de l'entreprise dans laquelle ils arrivent, mais aussi et surtout de l'entreprise pour se protéger par rapport à des tiers de l'entreprise dont ils viennent. Un peu comme quand dans une acquisition avec les reps and warranties, où on déclare effectivement qu'on ne trahit pas des secrets d'affaires. Voilà, c'est juste... Merci Fabienne. Charlotta, je ne sais pas si vous voulez dire un mot. J'adhère complètement à ce qu'il dit Fabienne, mais je voulais juste dire aussi on travaille tous avec beaucoup de fournisseurs, et donc je suis sûre que tout le monde a des clauses d'indemnité et tout ça dans leur contrat, mais ça vaut la peine de regarder les clauses d'indemnité et tout ça pour être sûr que si on est même en bonne foi, on demande un service et le service incorpore une technologie d'un tiers, c'est quand même bien de responsabiliser pouvoir responsabiliser le fournisseur, donc avec des garanties indemnités. Pour intégrer pas seulement des NDA, je suis désolée, parce que c'est vrai qu'après, entre guillemets, le fardeau de la loi Sapin 2 et du RGPD, c'est vrai qu'on est obligé de revisiter un peu tous nos contrats pour pouvoir utiliser ce nouvel arsenal législatif que constitue cette nouvelle loi sur le secret des affaires. Alors c'est vrai qu'en question de timing, elle est un petit peu mal tombée, je trouve, cette loi, parce qu'on on s'est tellement occupé des deux lois précédentes ces dernières années que... je ne dirais pas qu'elle est passée inaperçue, parce qu'on en a beaucoup entendu parler, notamment par rapport aux journalistes ou à la question des lanceurs d'alerte, Claire, à qui on ne peut pas opposer effectivement ou difficilement la loi sur le secret des affaires. C'est vrai que, voilà une troisième loi qui... alors, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de délai impératif pour la mettre en œuvre, contrairement aux deux autres. Donc ça, c'est déjà un avantage. Mais finalement, il faut s'organiser maintenant pour la mettre en place dans nos entreprises. Il faut nommer un référent, un petit peu comme on a nommé des DPO. Il faut nommer un référent. Je pense que vous l'avez déjà fait à l'Air Liquide. Nous, on ne l'a pas encore fait, mais on y pense. Je vais laisser... Oui. Je pense qu'il faut juste...
ce qu'a dit Céline aussi, hein, c'est qu'il y a des nouveaux rôles qui sont déjà créés dans les entreprises, Chief Data Officer, Digital Security Team. Il faut profiter, parce que moi j'ai un peu la chance, je peux passer toute ma journée sur ça, je suis directeur IP, vous avez d'autres choses à faire. Je pense que vous pouvez chercher dans vos organisations pour trouver quelqu'un qui pourrait... Et RH, il faut certainement responsabiliser RH. Donc je pense qu'il y a d'autres gens qui... il faut juste chercher ce qu'il existe déjà. Merci beaucoup. Donc là, nous avons évoqué la question du risque associé au flux d'informations entrant. Et donc, nous pouvons aborder les différentes mesures qui sont prévues par la loi, les mesures judiciaires qui sont prévues pour protéger le détenteur légitime d'un secret des affaires. Alors, comme Fabienne l'avait indiqué au préalable, effectivement, ce texte ne prévoit pas de sanctions pénales. Donc, contrairement à l'action en contrefaçon, donc ce texte est très inspiré sur le secret des affaires de la propriété intellectuelle, mais n'est pas allé jusqu'à prévoir également une sanction pénale à la différence de la propriété intellectuelle. Ce qui est important de signaler, c'est donc qu'on est sur le terrain de la responsabilité civile de l'auteur de l'atteinte. On a vu que l'auteur de l'atteinte n'était pas forcément uniquement celui qui avait obtenu de façon illicite et directement le secret des affaires, mais pouvait être un utilisateur secondaire, ayant été soit négligent, soit même de bonne foi et diligent. Ce qui est intéressant en termes de responsabilité civile, c'est que la loi prévoit que et ça c'est un peu, là aussi c'est inspiré de la propriété intellectuelle et par, on va dire, dérogation au principe de la réparation intégrale de la responsabilité civile. Le texte prévoit que, au-delà des dommages classiques en termes de calcul du préjudice, prise en compte du préjudice économique supporté par la victime de l'atteinte, son préjudice moral, le texte prévoit qu'il faut prendre également en compte les bénéfices qui sont réalisés par l'auteur de l'atteinte. Or, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte peuvent n'avoir aucune commune mesure avec le préjudice économique et moral subi par l'auteur de l'atteinte. Donc, on peut potentiellement avoir des montants qui seraient beaucoup plus importants que sur un terrain plus classique de calcul du préjudice sur le terrain de la responsabilité civile de droit commun. On a vu également tout à l'heure que, je ne sais plus si on l'a dit, mais la partie lésée, notamment si elle a des difficultés à quantifier son préjudice, peut simplement demander le paiement d'une somme forfaitaire, c'est-à-dire là encore le paiement de la redevance qui aurait dû être payée par l'auteur de l'atteinte, comme si cet auteur de l'atteinte lui payait des royalties, de la même manière que s'il était venu lui demander l'autorisation d'utiliser ce secret des affaires. Et là aussi, avec les problématiques de quantification du montant de la redevance que ça peut poser, pour ensuite quantifier quelle est la valeur réelle de ce secret. La prescription est de 5 ans à compter des faits. Là aussi, c'est à compter des faits comme en matière de propriété intellectuelle et non pas à compter de la connaissance des faits comme en matière de droit commun de la responsabilité civile. Donc là encore, le caractère hybride de ce texte qui relève de la responsabilité civile mais qui, à bien des égards, en réalité applique des règles identiques ou similaires à celles de la propriété intellectuelle. Et enfin, il y a toute une batterie de moyens qui sont prévus par ces dispositions législatives et réglementaires, moyens mis à la disposition du juge des requêtes et des référés. Donc pour interdire purement et simplement la poursuite de toute activité qui constituerait une atteinte au secret des affaires d'un tiers. Alors il est possible pour le juge, là aussi c'est proche de ce qui est prévu en matière de propriété intellectuelle, il est possible pour le juge d'exiger que, par exemple, le demandeur constitue des garanties
lorsque le juge va accéder à sa demande et interdire au défendeur de poursuivre son activité, parce que le préjudice pour le défendeur peut être extrêmement important, évidemment, s'il doit cesser son activité. Et donc, en garantie, si jamais sur le fond, le demandeur, en fait, était considéré comme ayant intenté une action infondée, peut devoir payer au défendeur des sommes très importantes. Et donc, les garanties qui sont données viennent là pour protéger le défendeur du paiement des dommages et intérêts qui seront dus ensuite par le demandeur. Inversement, si le juge des référés accepte que le défendeur poursuive l'activité qui, pour le demandeur, est une utilisation illicite de son secret des affaires, mais si le juge des référés n'est pas convaincu et accepte que le défendeur poursuive, en attendant que le problème soit tranché sur le fond, bien sûr, et bien dans ce cas-là, en contrepartie, le juge des référés peut demander au défendeur, comme condition de la poursuite de son activité, qu'il constitue des garanties qui seront donc au bénéfice du demandeur, et si jamais l'action du demandeur finalement sur le fond, s'il gagne son action, eh bien ces garanties viendront le couvrir du montant du paiement des dommages et intérêts qui seront dus par le défendeur. Il y a également toute une possibilité qui est prévue par la loi, notamment pour protéger, dans le cadre des procédures judiciaires, le secret des affaires d'une partie. Il peut y avoir, vous savez, sur requête, des saisies de documents dans le cadre d'une action judiciaire. Or, ces documents peuvent contenir le secret des affaires du défendeur. Donc, le juge peut accepter de mettre sous séquestre provisoire pendant 1 mois ces documents, de façon à ce que le défendeur puisse s'opposer à ce que toute ou partie de ces documents soient communiqués, en tout cas dans leur intégralité, au demandeur, à l'auteur de cette action, car le défendeur considère que cela permettrait au demandeur de divulguer du secret des affaires. D'ailleurs, parfois certaines actions judiciaires sont en réalité plus ou moins instrumentalisées justement pour avoir accès via cette procédure au secret des affaires d'un tiers. Donc cette possibilité qui est prévue par le texte permet au défendeur de protéger son secret des affaires contre ce type d'action. Et puis également, dans le cadre de la procédure judiciaire elle-même, le juge a une grande latitude si l'une des parties dit qu'elle ne peut pas communiquer des pièces, parce que ces pièces, si elles étaient communiquées de façon intégrale à la procédure, constituera une atteinte à son secret des affaires. Le juge peut apprécier, en fonction d'une procédure qui est prévue par le décret, si effectivement seules quelques personnes précises pourront accéder à cette pièce, ou si elle ne sera communiquée à la procédure que de façon expurgée. Enfin, différents moyens pour protéger pendant la procédure judiciaire également, et de façon à ce que la victime d'une atteinte au secret des affaires n'hésite pas à aller en justice en disant mais ça va être encore pire, parce qu'il va falloir que, pour prouver que c'est du secret des affaires, que je divulgue tout dans la procédure, pour justement qu'il n'y ait pas ce frein, le demandeur peut faire son action à l'encontre d'un tiers en demandant à ce que tous les échanges soient expurgés à ce titre. Un point peut-être qui vaut la peine d'être mentionné, car il l'est rarement, mais à la réflexion, il est possible que dans les faits, ce soit quelque chose il est à craindre qui se réalise, c'est que dans les risques qui sont maintenant supportés par les entreprises, dans le cadre de ce nouveau texte, on l'a vu, les risques en étant même de bonne foi que des informations entrent constituant un secret des affaires et qu'il puisse y avoir des poursuites alors qu'on est totalement de bonne foi. Il y a évidemment le risque pour celui qui, au contraire, dans le cadre d'informations sortantes, n'a pas pris les mesures de protection raisonnable qui lui permet ensuite de bénéficier de la protection de cette loi. Mais il y a peut-être aussi un risque indirect dont il ne semble pas qu'il ait pour l'instant encore été évoqué, mais qui, à mon avis, en pratique, va se réaliser, c'est que s'il est établi qu'une entreprise n'a pas mis les mesures, les moyens de protection raisonnable qui lui permettent de se prévaloir de ce texte, il est, je pense, assez clair que sa position sera très dégradée
dans le cadre du droit commun, puisque bien sûr ce texte se cumule avec les autres textes qui continuent à s'appliquer, type concurrence déloyale, ou même action contractuelle sur la base de la violation d'un NDA, d'un accord de confidentialité, parce que lorsque, n'ayant pu obtenir le bénéfice de ce texte, parce qu'il n'a pas mis les mesures de protection raisonnables, le demandeur demandera à être indemnisé sur la base d'une concurrence déloyale ou sur la base d'un manquement à une obligation d'un NDA, d'un accord de confidentialité, le défendeur pourra lui répondre assez facilement que mais quelle valeur, en termes de calcul du préjudice, quelle valeur attachée à des informations que le demandeur lui-même n'a même pas fait l'effort de protéger en appliquant des mesures de protection raisonnables. Donc il sera clairement, je pense, plus difficile pour un demandeur, même dans le cadre des procédures de droit commun qui continuent à s'appliquer, de pouvoir quantifier son préjudice de façon aussi importante qu'il le souhaiterait, parce que le défendeur aura un argument qui, à mon avis, qu'on peut déjà anticiper, qui est que si vraiment ces informations avaient la valeur que vous semblez leur attacher, eh bien vous auriez certainement pris les mesures de protection raisonnable qui auraient démontré la valeur que vous attachez à ces informations. Donc je pense que ça c'est un effet induit, donc pour l'instant personne ne parle, mais je crains qu'il arrivera rapidement devant les tribunaux. Je ne sais pas, Charlotta, si vous souhaitez peut-être dire un mot sur ces aspects-là, ou sinon rien d'autre. Je vais juste rajouter un mot sur la prescription, juste une alerte. Prescription 5 ans à compter des faits, donc ça c'est une loi basée sur une directive. Si on fait une étude comparative de tous les pays européens, il y a une grande différence, un grand écart. Par exemple, je pense que c'est Danemark ou les Pays-Bas, ils disent 6 mois après découverte des faits de l'acte illicite. Donc je pense qu'il y aura un peu de forum shopping en Europe à cause de cette mauvaise harmonisation. Oui, juste un petit mot en complément. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le sujet, sur la protection du secret des affaires. On intervient sur les dossiers avec deux casquettes. On intervient en tant qu'expert de partie et on intervient également en tant qu'expert judiciaire. Étant moi-même expert judiciaire. Et la problématique qui se pose très rapidement, on a deux sujets. On a d'un côté tout ce qui sont, on a en gros les mesures conservatoires et on a les mesures réparatoires, c'est pas très joli, on va dire les mesures de réparation ou de compensation. Sur les mesures, on a explicité toute la mécanique de chiffrage et c'est vrai qu'on se retrouve avec une grande similitude avec les mécaniques de chiffrage dans le domaine de la contrefaçon, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir en fin de compte des dommages et intérêts et une réparation qui va plus loin que ce qu'on peut faire lorsqu'on est juste sur un fondement délictuel classique où on va avoir une faute, un lien de causalité et on va devoir réparer le préjudice, mais rien que le préjudice. Là, on intègre des notions complémentaires qui deviennent intéressantes puisque dans le même mécanisme que la contrefaçon, ce qui a été explicité, c'est qu'on va déjà prendre en considération le fait que l'une des parties, entre autres le demandeur, peut avoir des difficultés pour accéder à l'information et qu'on peut estimer à partir de ce moment-là qu'on peut avoir une réparation qui se base sur une estimation d'une redevance qui aurait dû être versée et pas uniquement sur une démonstration d'un préjudice en tant que tel. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est aussi d'intégrer dans tous les raisonnements le bénéfice, ce qu'on avait le bénéfice du contrefacteur. Là, on revient sur ces notions du bénéfice de l'utilisateur du secret des affaires. Donc ça, c'est des thématiques qu'on retrouve et c'est ce qui a été explicité. Ça va susciter nécessairement beaucoup de débats puisqu'on va être en plus sur le secret des affaires qu'il va falloir qualifier de manière tangible. Et je vous rejoins totalement sur le fait que le premier sujet va être de dire bon, très bien, vous faites valoir un droit au titre de secret des affaires, mais est-ce que vous l'aviez vraiment identifié et quelle était la valeur que vous aviez mise en face, puisque c'est ce qui est demandé dans le texte de la loi. Et donc j'allais dire presque que ça va être une difficulté supplémentaire sur ces thématiques-là qu'il va falloir gérer, c'est-à-dire de justifier le fait que l'information avait été identifiée, classifiée, valorisée, ou en tout cas sécurisée suffisamment pour prouver qu'elle avait une valeur. Ça, je pense que ça va être vraiment un gros débat et un vrai sujet. Le deuxième sujet, juste de manière très rapide, sur les mesures conservatoires. Ce que j'ai apprécié en lisant le texte et le règlement, c'est qu'on se rend compte qu'en fin de compte, des pratiques qu'on utilisait déjà, nous, au quotidien, au niveau du tribunal de commerce, on les retrouve
dans ce texte. En fin de compte, la difficulté qu'on a, c'est qu'on est à devoir protéger deux droits, deux fondements, qui est le principe du contradictoire, où tout le monde doit pouvoir avoir accès à l'ensemble des pièces pour justifier sa position ou se défendre, et à contrario, le secret. Le secret, là, en l'occurrence, des affaires, et on doit jongler entre ces deux concepts et ces deux notions, ce qui amène nécessairement à devoir, quelquefois, essayer d'être inventif et de fixer des règles. D'autant plus, alors là je fais une petite digression et j'espère ne pas trop me tromper, mais en droit français, parce que j'avais discuté avec des Canadiens, en droit français on a la problématique que la direction du procès reste de la responsabilité du client et non pas de l'avocat, et ce qui fait que ce qu'on peut voir au Canada ou autre, où il y a en gros un petit cercle qui se met en place avec le juge et uniquement les avocats qui regardent les documents et qui décident entre eux si l'information est sensible ou pas, et si elle peut être qualifiée de secret des affaires ou pas. En France, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a du mal dans le concept et dans le raisonnement de se dire que ça peut fonctionner comme ça et que c'est du coup des personnes tierces à la société qui est responsable de la direction et de la gestion de son procès qui vont décider pour elle, sans lui donner l'information, sur le fait que oui ou non cette information relève du secret des affaires ou pas. D'où aujourd'hui cette mécanique assez, j'allais dire complexe, mais en même temps de bon sens qui se met en place sur tous les dossiers qu'on retrouve dans le texte. C'est ce qu'on disait, c'était de réfléchir en amont sur l'information qui relève du secret des affaires et d'être capable du coup de produire des documents, ce qu'on fait régulièrement, qui soient soit des documents... Alors on a toujours le document intégral, c'est ce qu'on explique tout le temps sur nos dossiers, mais c'est qu'il faut aller au bout du raisonnement, il faut poser tous les éléments, il faut que toutes les informations soient connues en interne. Donc nos rapports sont très complets. Après se pose le screening qu'on fait dans une deuxième phase avec les directions juridiques, avec les opérationnels, les directions financières, pour se dire, OK, quelle est au final l'information qui est vraiment sensible pour nous et qu'on doit essayer de protéger. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce texte, et c'est le bon sens, c'est de dire à un moment, vous devez être en mesure d'expliciter ce qui vous pose problème, d'avoir une note très concrète qui dit, voilà, moi cette information, elle est sensible pour moi pour telle et telle raison, avec ces deux notions, je trouve très importantes, de valeur et de durée pour vous, et de pouvoir produire un document qui sera un peu un document highlighté, un document plus léger qui ne contiendra pas ces informations-là. Alors il y a différents mécanismes, c'est simple, nous on peut avoir des versions édulcorées, on en parle avec les avocats pour se mettre d'accord, on peut avoir des versions avec des black box, on cache carrément des données. Alors c'est très frustrant, c'est vrai que quand le rapport sort et est produit et où on voit plein de caches noires, on se pose la question sur la pertinence du raisonnement et sa fiabilité, mais toutes ces mesures en fin de compte relèvent du bon sens et doivent être discutées avec les juges au niveau du tribunal de commerce. C'est des choses qui sont régulièrement où tout le monde a cette sensibilité et comprend le concept. Et l'idée, c'est vraiment, je pense, à chaque fois d'être transparent sur les sujets, de protéger à bon escient, de ne pas trop protéger, de justifier les positions. Donc ça, c'est des mécanismes qui vont en plus maintenant se mettre de plus en plus en place, y compris au niveau du TGI et des magistrats professionnels. Donc c'est une évolution qui est très importante. Et juste pour finir, en expertise judiciaire, c'est la même chose. On a des expertises judiciaires où, en tant qu'expert judiciaire, on récolte de l'information, on demande de l'information aux deux parties. On sait que les parties sont concurrentes et qu'on peut avoir un sujet de divulgation de l'information à l'autre. Et pareil, il y a des procédures qui se mettent en place avec un expert indépendant nommé par les deux parties qui consulte l'information remise par le demandeur, par exemple, et qui signe un NDA pour s'engager à ne pas communiquer au client l'information qu'il aura vue et juste attester des montants qui ressortent en synthèse. Merci beaucoup Céline. Donc nous allons pouvoir aborder pour les dernières minutes qu'il nous reste, juste c'est le dernier slide. Donc on va pouvoir évoquer rapidement les incidences de cette nouvelle loi sur les opérations de M&A. Alors tout d'abord côté cible cédant, avant de voir ensuite les incidences pour l'acquéreur. Il est sans doute raisonnable de mettre en place, quand on est le cédant, au niveau de la cible, avant de lancer le processus de cession, les mesures de protection raisonnables nécessaires à la protection des informations confidentielles, du secret des affaires de la cible. Cela d'ailleurs va dans le sens de la valorisation de l'actif immatériel, et ça peut participer aussi justement lorsque la valeur d'une entreprise repose principalement sur son savoir-faire, sur son secret. Il est donc d'autant plus important de pouvoir l'objectiver par la mise en place de mesures de protection raisonnable, puisque, comme on l'a vu, si on ne l'a pas fait, ça veut dire qu'en fait, apparemment, on attache assez peu de valeur
et donc il va pourtant falloir convaincre l'acquéreur que ça en a beaucoup. Donc il vaut mieux être cohérent. Il faudra évidemment faire encore plus attention à la rédaction des accords de confidentialité. L'intérêt du vendeur étant que, bien évidemment, on puisse faire référence dans le NDA, dans l'accord de confidentialité, qu'on puisse faire référence à la loi sur le secret des affaires, puisque, comme on l'a vu, non seulement les sanctions en termes de dommages d'intérêt sont plus importantes, mais en plus, on peut potentiellement aller rechercher la responsabilité de tiers, alors que, de par les faits relatifs des contrats dans le cadre d'accords de confidentialité, évidemment, on ne peut pas agir au-delà des parties à l'acte. Donc c'est important de pouvoir se prévaloir de la loi sur le secret des affaires et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans le cadre de la conclusion de l'accord de confidentialité. À ce titre, on peut d'ailleurs évoquer, parmi les nombreux sujets qu'on pourrait évoquer sur l'accord de confidentialité, mais par exemple celui de sa durée. On sait que l'accord de confidentialité, généralement dans des processus de M&A, sont pour des durées de 2-3 ans, rarement plus, alors que la protection au titre de la loi sur le secret des affaires, elle est éternelle tant que le secret reste un secret. Donc la question qui se pose, c'est qu'à l'expiration de l'accord de confidentialité, eh bien, dans quelle situation se retrouvent les parties, puisque finalement, s'il n'y a pas eu, évidemment, acquisition, sinon le problème ne se pose pas, mais si l'acquisition n'a pas eu lieu, le candidat acquéreur qui n'a pas procédé à l'opération a quand même obtenu de l'information très confidentielle, du secret des affaires. Il aura, partons de l'hypothèse qu'il aura respecté l'accord de confidentialité pendant, par exemple, 3 ans, mais au bout de la 3e année, l'accord tombe, et va-t-il pouvoir maintenant utiliser le secret des affaires qu'on lui a donné ? Eh bien, on peut penser que oui, puisque pour utiliser de façon illicite, comme on l'a vu précédemment, le secret des affaires d'un tiers, il faut avoir, dans un des cas suivants, un accès non autorisé. Il n'a pas obtenu cette information dans le cadre d'un accès non autorisé, on lui a donné dans le cadre d'un accord, soit de la concurrence, l'équivalent de la concurrence déloyale, des comportements déloyaux, ce n'est pas le cas non plus, soit il faut avoir violé un accord de confidentialité. À l'expiration de l'accord de confidentialité, il n'y a plus de manquement possible à un accord de confidentialité. Donc, dans aucun cas, s'il l'utilise, il y aurait utilisation illicite du secret des affaires qui lui a donné. Donc, lorsqu'il y a vraiment secret des affaires, peut-être faut-il même prévoir, soit au sein de l'accord, soit un accord séparé de confidentialité qui serait plus long, par exemple, si on veut vraiment... Si la durée d'obsolescence de ce secret des affaires serait particulièrement long, avec une durée particulière pour se protéger sur les informations qui seraient considérées comme étant les plus sensibles. Ensuite, sur le côté acquéreur-investisseur, très rapidement, inversement, c'est toujours le problème des flux d'informations entrants. L'acquéreur potentiel, lui, on va lui communiquer de l'information. Alors, la problématique qui peut se poser, même si il respecte parfaitement l'accord de confidentialité qu'il a accepté de signer, c'est que il peut lui-même être ça peut être un concurrent, ça peut être également un opérateur économique concurrent avec des formules proches, des applications proches, des procédés industriels proches, où il peut, même si c'est un fonds d'investissement par exemple, ou une entreprise quelconque, détenir des participations dans des entreprises qui peuvent être concurrentes. Et donc le risque, notamment si l'opération, bien sûr, surtout si l'opération ne se fait pas, mais on peut imaginer même si l'opération se fait, c'est que la cible vienne dire un jour à son nouvel actionnaire, mais en fait j'ai des doutes très forts sur le fait que l'information que je vous avais donnée dans le cadre du processus, en réalité vous l'utilisiez maintenant, soit pour vous, soit dans le cadre de vos filiales qui font des choses assez proches de nous. Et donc on a, étant donné l'arsenal judiciaire, que ce soit en termes de mesures d'interdiction, du quantum du dommage d'intérêt qui prennent en compte les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte, etc. Donc il faut vraiment bien réfléchir si, quand on est dans le cadre de ce type d'accord, quand on est côté receveur de l'information, il faut également que les clauses soient rédigées suffisamment pour ne pas se mettre à risque ensuite.
Il y a bien sûr pour l'acquéreur un nouveau champ de due diligence à réaliser sur la cible, notamment voir si les mesures de protection raisonnables, surtout évidemment dans les domaines d'activité où la valorisation de la cible repose beaucoup sur son actif immatériel non protégé par des titres de propriété intellectuelle, donc beaucoup de savoir-faire. Donc ça, eh bien, quelles sont les mesures de protection qui ont été mises en place par la cible pour protéger c'était voilà, donc ça veut dire que c'est fini. Pour protéger le secret des affaires. Et puis également, comme on l'a vu sur les flux entrants, c'est-à-dire vérifier que si la cible demain devait être poursuivie par un tiers qui lui reprocherait d'avoir utilisé son secret des affaires, pouvoir au moins échapper aux mesures d'interdiction par le paiement d'une redevance. Donc ça, c'est au titre des risques des flux entrants. Donc pouvoir prouver sa bonne foi et ses diligences, pouvoir montrer que dans les contrats avec les partenaires commerciaux, on a mis les bonnes clauses. Et puis enfin, pour finir, les nouvelles clauses de garantie de passifs et d'actifs qui devront évidemment aussi couvrir ces points-là lorsque l'acquéreur voudra être protégé sur ces sujets-là. Voilà. Voilà, absolument. Est-ce que vous avez des... Oui, je vous en prie, monsieur. Michel Bonnet. Cette loi... bonne ou mauvaise. Cette loi, bonne ou mauvaise, était nécessaire, même si dans le timing, Fabienne, elle arrive peut-être pas au bon moment. Elle était nécessaire, n'en déplaise aux journalistes et en particulier à Madame Élise Lucet. Mais elle ne sera rien si elle n'est pas accompagnée d'un effort pédagogique intense dans les entreprises sur l'information. Personnellement, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je militais pour sensibiliser les gens sur le fait que toute information a de la valeur et c'est la somme de ces informations qui fait la valeur ajoutée de l'entreprise. Vous citiez, Céline Leroy, les ordinateurs qu'on arrive à lire dans le train, dans le métro, dans l'autobus, dans les avions, dans les restaurants. Je crois que si au sein de l'entreprise on n'est pas convaincu de cela et si les comportements ne sont pas cohérents avec cette loi, on dit que 80% de l'information est disponible. Donc le 20% est important à être protégé. Voilà, c'était un commentaire. Dominique Durand, moi j'ai une chose à rajouter. Vous avez à juste raison parlé du référé de l'ordonneur sur requête. Il y a une autre action, à mon avis, qui va rajouter du secret, qui est le mandat ad hoc ou la conciliation du livre 6 du Code de commerce. Sous la réserve, vous l'avez vu, que la Cour de cassation vient de rejeter une QPC sur le sujet en fin d'année dernière et qu'il y aurait un recours devant la Cour européenne de justice, puisque les journalistes considèrent que le secret s'arrête à leur liberté d'informer, voire même à leur devoir d'informer. Mais pour le moment, la Cour de cassation tient bon, considérant que les deux mesures sont des mesures de secret et de confidentialité absolue. Et ça peut parfaitement se combiner avec ça, à mon avis, même mieux que... Et je vais dire sur les ordonnances de requête, je suis aussi président d'un tribunal de commerce, c'est pour ça que j'en signe tous les jours. Il ne faut pas arrêter la conciliation, enfin le blocage des documents pendant un mois, parce que vous allez vous faire avoir. Il faut bien, dans votre demande, demander jusqu'à une décision définitive, parce qu'autrement, vous êtes obligé de refaire une nouvelle requête au bout d'un mois pour que ce soit à nouveau protégé. Et il y a une autre manière pour contourner les difficultés d'accès aux documents, c'est de nommer un expert indépendant par voie de justice et qui va, lui, rendre un rapport sur la notion de confidentialité, qui permet de régler la petite ambiguïté que vous souleviez. Il va falloir faire attention également à toutes les requêtes article 145. Ouais. Non mais je vous rejoins totalement et ça c'est un vrai sujet donc sur les expertises des experts indépendants et on a même un niveau supplémentaire avec tout ce qui est private enforcement et public enforcement avec l'autorité de la concurrence et les procédures qui sont en train de se mettre en place puisque dans le cadre de contrôle et surtout de procédures de sanction de l'autorité de la concurrence un certain nombre d'éléments peuvent être communiqués y compris de manière volontaire pour ceux qui communiquent l'information, et se pose après la question, forcément, lorsqu'on passe sur des procédures de dédommagement, des parties qui auraient été lésées par cette pratique anticoncurrentielle, de savoir dans quelle mesure on peut faciliter l'accès à cette information et quels documents peuvent être transmis à ce moment-là.
Et l'autorité de la concurrence a fait aussi un énorme travail de classification de sa documentation entre des listes noires, grises, pour justement justifier ou pas ce qui peut être communiqué et ce qui peut permettre du coup d'avoir de l'information ou pas, parce que pour permettre à l'autorité de fonctionner également. Donc c'est vrai que tous les sujets s'imbriquent, il faut que cette imbrication fonctionne parfaitement pour que ce soit intelligent. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois que oui. S'agissant de la transposition d'une directive, vous avez évoqué les différences d'un pays à l'autre sur la prescription. Est-ce qu'il y a d'autres domaines où on va trouver des différences à votre connaissance ? Il y a eu beaucoup d'échanges avec la Commission après la formalisation de la directive et avant la transposition. Et en fait, parce qu'il y avait beaucoup d'endroits de place dans la directive où c'était très vague, comme quelles sont les mesures raisonnables, etc., des choses comme ça. Mais la Commission a dit, et je pense qu'ils n'avaient pas tort, ils ont dit non, on va vous laisser ça pour définir, vous, dans vos jurisprudences, quelles sont les mesures raisonnables à prendre au sein de l'entreprise et tout ça. Ils ne voulaient pas mettre trop de détails dans la directive. Donc la directive n'est pas très détaillée en fait. Mais là, pour moi, c'était le plus flagrant presque, la prescription, parce que je pense qu'ils auraient pu se prononcer sur ce point-là. Mais je ne peux pas penser à autre chose vraiment qui est très différente. Mais c'est vague, la directive est vague, donc il y aura beaucoup de différences. Peut-être, oui. Oui. Oui, mais il y a peut-être certains pays qui l'ont fait. Je pense à l'Allemagne, oui, oui. Oui, oui. Eh bien, merci beaucoup. Merci, merci.